Voilà, merci beaucoup Nancy Fraser. C'est effectivement très difficile de faire un exposé en français, donc merci beaucoup pour nous l'avoir fait. Merci. Et je propose qu'on dise que vous avez la parole. Je donnerai la parole à Luc dans un deuxième temps. Oui. Et puis voilà. Donc qui est-ce qui veut intervenir donc sur cet exposé très intéressant, donc sur l'histoire de ces deux féminismes qui correspondent aussi à deux histoires de génération et la manière dont Nancy Fraser propose de les combiner et de les associer l'un avec l'autre. Féminisme de la redistribution et féminisme de la reconnaissance. C'est un problème qui, moi, effectivement, m'a toujours, dans l'histoire des courants politiques que j'ai appartenu, m'a toujours été une question souvent non pensée. Oui. Et évidemment, avec ce que Nancy a proposé aussi, la manière de penser la question du voile et de son interdiction à l'école. Oui. Ensuite. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, ce que vous racontez. Je trouve ça très intéressant. Bon, je trouve ça intéressant, bien sûr, vraiment extrêmement intéressant. Mais le problème qui se pose pour moi, je trouve que c'est des conceptions relativement abstraites. Et dans la réalité quotidienne, vous me comprenez ou pas? J'ai manqué un mot. La conception de... Je trouve que c'est des conceptions relativement abstraites. Ah, oui, okay. Et je trouve que dans la réalité quotidienne, dans la vie quotidienne, on ne peut pas opposer les choses par deux. Et souvent, il y a une troisième chose. Par exemple, pour le débat sur le voile, à ma manière, je dirais qu'il y avait non seulement ceux qui voulaient empêcher le port de voile à l'école, celles qui voulaient porter le voile à l'école, et celles qui ne voulaient pas, issues de cette communauté, qui ne voulaient pas le porter. Et celles-là, à ce moment-là, à partir du moment où elles résistaient, elles n'existaient plus. Pour moi, c'est toujours difficile de faire des théories où il n'y a que deux parties. Il y a toujours un tiers quelque part dans les conceptions que je vois. Mais si vous voulez, je vois ça par rapport à ma pratique quotidienne, qui est une pratique dans le quotidien, où j'ai vu, par exemple, quand vous dites que c'est la seule religion interdite à l'école, je pense que, par exemple, les signes religieux des autres religions dans la laïcité classique sont interdits. Moi, par exemple, j'avais une frangine, une sœur, qui, pour provoquer les profs au lycée dans les années 60, mettait une grande croix. Elle était athée, mais elle mettait une grande croix pour les provoquer. Comme après, voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et je pense que ce qui manque dans le raisonnement, c'est justement quand on oppose de manière binaire, où est le tiers là-dedans? Quelque chose d'autre qui vient intervenir et compléter le raisonnement en le mettant en cause. Voilà ce que je dis, et je dis ça par rapport à des pratiques quotidiennes. Oui, deuxième intervention, on va... Ok. Oui, allez-y. Levez-vous peut-être parce qu'on entend mal sinon. Excusez-moi. Moi, il y a une chose sur la justice sociale et tout ça. Moi, je voudrais savoir si on tient compte là où on vit. Dans quelle société on vit, dans quel monde on vit, les rapports sociaux et les pouvoirs qui existent, le capitalisme qui saute. Alors, comment on va organiser ce travail? C'est à partir de quoi? C'est des structures autonomes du pouvoir? Parce que ça me pose beaucoup de questions, parce que j'ai l'impression que l'analyse, elle est très intéressante, mais je ne sais pas où elle est située. C'est comme élément de combat. Parce que moi je crois que les féministes, parce que les féminismes, il n'y a pas un féminisme, il n'y en a pas deux, il y en a vraiment eu beaucoup. Et il y a eu des féministes qui ont été aussi à l'intérieur de plusieurs mouvements, et pas seulement les marxistes ou sous l'identité. Et je me pose la question maintenant, comment on peut, parce que ces combats, on l'a toujours mené, mais moi quand j'entends parler de justice sociale, je ne sais pas de quoi parler. À qui je m'adresse pour parler de ça. Voilà. Oui, l'intervention là. Après. Merci d'avoir tenté d'aborder des questions qui sont quand même très situées politiquement et historiquement. Alors, premier point, c'est sur l'histoire du mouvement féministe ou des mouvements féministes en France. Les oppositions auxquelles tu te réfères entre féminisme marxiste ou centré sur le travail
et féminisme de la différence, de l'identité, ce sont des débats qui ont été, ces courants-là ont coexisté et ont existé en même temps, pour nous en tous les cas en France, dans les années 70 et au-delà. C'est-à-dire que ça n'a pas été successif, mais ça a été en même temps. Et d'emblée, on a été obligé de se définir par rapport à ces différentes orientations. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on ait abandonné, par exemple, la lutte pour la justice dans le travail par rapport aux femmes, au profit ou au détriment. Oui, enfin, je pense qu'on n'a pas abandonné ni la lutte pour le travail, pour l'égalité dans le travail, et ce qu'il en découle en termes de répartition, ni toutes les questions qui sont liées, par exemple, à la violence. C'est un thème qui est permanent dans le mouvement féministe en France. Ça n'a jamais été abandonné. D'ailleurs, c'est le seul qui soit resté aussi permanent au cours, malgré la succession des générations. Le deuxième point, je serai assez d'accord avec mon camarade. Oui, le camarade. C'est vrai qu'il faut prendre en considération cette double démarche que tu proposes. Moi, elle me semble tout à fait, je le dirais autrement, mais ça correspond totalement à mes options. Mais je pense effectivement que ça ne règle pas malheureusement les conflits ou les difficultés à mettre en pratique. Parce que précisément c'est ça toute la difficulté. Comment on articule une politique qui met en évidence ou qui insiste sur tout ce qui va dans la remise en cause des rapports sociaux fondés sur l'exploitation, etc. Et tout ce qui met en cause le dénigrement, la stigmatisation, la subordination sur le plan culturel, symbolique, etc. Et ça ne va pas de soi. Et quand on aborde la question du foulard, outre la question qui a été soulevée, il y en a une autre. C'est par exemple l'argumentation qui était mise en avant pour le foulard. C'est pas uniquement reconnaissance de la religion musulmane au même titre que les autres religions, c'est aussi mise en valeur de la pudeur, la notion de la pudeur, avec toute la charge moralisatrice et donc de contrôle social sur la sexualité qui va avec. Donc ça rend encore plus complexe les choix à avoir. Il y a une intervention ici. Qu'est-ce que vous voulez intervenir? Non, il y avait une autre intervention avant, je crois. Non, bah, allez-y. Allez-y. Excusez-moi. Alors, moi, je vais un peu parler de la question du voile, mais la question du voile toujours en fait, mais dans les autres pays. Enfin, en France, dans les pays musulmans. Pour moi, en fait, ne pas critiquer donc, le voile, ne pas essayer de le déconstruire, la reconnaissance complaisante d'un soi-disant héritage social ou religieux en répondant à la propagande de l'islamophobie, ça veut dire tout simplement en fait laisser tomber ces femmes-là et valider l'aliénation. Amener les combats de ces femmes-là en fait dans des pays où la situation féminine est déplorable, amener le combat sur un autre terrain, le terrain externe, et moins compromis, donc moins douloureux. Et les détourner de leur combat interne, vrai combat, dans leur société. Leur lutte pour en finir avec la subordination et finir aussi de répondre aux exigences des sociétés masculines contradictoires qui reflètent tout simplement en fait, l'ambivalence masculine. Ces femmes-là qui sont voilées dans les pays qu'on connaît, donc qui leur demandent tout simplement d'être saintes, puritaines à l'extérieur, dans l'espace public et, excusez-moi, salopes à l'intérieur. Ouais, je veux parler encore aussi du voile parce que c'est vraiment, je pense, un piège dont on n'est pas sorti. Mais il vaut mieux l'admettre que de trouver des solutions trop vite. Déjà, la question du voile, c'est la question de la religion et des grandes religions du livre, qui sont une théorisation déifiée
du machisme le plus surpuissant qu'on puisse imaginer. Nous, les chrétiens, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que même l'Esprit, il est au masculin. Donc, on en a 3 qui nous font pipi sur la tête, et la 4e, en plus, elle est vierge. Alors, quand on a ça, et qu'on dit qu'il faut garantir dans la démocratie les religions, quand on sait que ce modèle-là, c'est le modèle qui a permis de construire les États centralisés et le capitalisme qui a repris ce modèle-là du patron, du machin, qu'on a tout ça, on sait aussi que les femmes jouent le rôle d'agneaux, et puis aussi peut-être des louves, parce que dans les trucs, les loups, ils sont pas fous. Ils mettent les louves devant parce que, comme ils savent qu'on ne fait pas beaucoup de petits loups, alors les autres loups, ils veulent pas tuer les louves pleines. Donc on les met devant. C'est exactement pareil que font toutes les communautés. Quand rien ne va, on met les filles devant. Les garçons sont au bistrot ou sur les machins ou au pied des escaliers, mais c'est les filles qui convoient. Bon. Alors évidemment c'est un piège, parce que si j'étais une jeune musulmane, je suis sûr que je porterais le voile. Emmerdeuse comme je suis, je porterais le voile. Bien sûr, parce que, enfin je dis ça, je pourrais aussi faire autre chose. Enfin je veux dire, il y a une possibilité d'une impression d'émancipation personnelle. Parce qu'au lieu d'être à l'arrière, elle se trouve l'étendard de la communauté, l'identité du groupe, etc., etc. Et je le vois moi dans mon quartier, des jeunes femmes, en plus, c'est des pestes parce qu'elles sont très jolies avec leur voile, moi je serais moche avec, mais elles sont belles. Bon, et elles, du jour au lendemain, elles se baladent et elles regardent si on les regarde avec leurs trucs sur la tête, etc. Bon, et elles sont très fières et elles sont totalement piégées. C'est une horreur ce qui leur arrive. Mais c'est en même temps, c'est quelque chose, comme peut-être tu attendais de le dire, qui est un moment. Donc moi je suis très hésitante là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas le voile à l'école. Pour la raison que tu disais et de l'autre, parce qu'il y en a qui n'en veulent pas, parce qu'il y en a qui résistent à leurs parents et qui ne veulent pas mettre le voile. Donc celle-là, moi c'est mes copines et je ne veux pas qu'on leur mette des filles à côté qui ont le droit de mettre le voile et qu'après les frères le disent et pourquoi pas toi, etc. Elles sont en France, celles qui font ça, elles font ça pour nous emmerder, elles font ça pour nous emmerder, je les aime beaucoup, celles qui veulent nous emmerder, mais elles font ça pour nous emmerder. On résiste, on ne doit pas les laisser mettre le voile à l'école parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir un voile sur la tête. C'est une folie collective. Donc on doit à un moment arrêter. Arrêter. Parce que il y a des petites filles, celles d'à côté, elles peuvent mettre une mini-jupe, etc. Donc je pense que sur le voile à l'école, en France, avec la culture que l'on a très très forte, et au nom de toutes les petites africaines que je vois se balader, néné à l'air et la tête comme ça, etc., on ne doit pas laisser aller à l'école. Il faut qu'elles fassent un choix, qu'elles sachent déjà que ce choix, il leur gâche la vie, il leur pourrit la vie. Et c'est pas nous qui leur pourrissons la vie. Bon, je me suis un peu perdu. Oui, il y avait une autre intervention, vas-y. Alors, je vais m'inscrire un peu en faux avec ce que vient dit, mais surtout moi, je suis un peu, je reste un peu sur ma faim. Je vais rester sur la question du voile comme un exemple de mise en application un peu de ce que vous dites. Pour moi, la question du voile est, comme celle de la prostitution d'ailleurs, pose des vrais dilemmes. Bon, je peux lancer un autre débat ici. Un vrai dilemme au féminisme parce que le voile, comme le fait de porter le voile, comme le fait de revendiquer de se prostituer, constituent des renversements de stigmates, sont à la fois l'expression d'une domination masculine, que ce soit dans le marquage sexué de la prostitution du voile ou le fait d'exposer, enfin de naturaliser le fait que la sexualité masculine serait plus naturelle que celle de l'homme. Les deux le font évidemment d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, elles disent aussi autre chose. Et elles disent aussi autre chose, et elles sont un cri de colère contre un ordre dominant que l'on représente ici en tant que féministe blanche et que l'on doit entendre. Et du coup, je me pose la question de savoir, pour moi, vous n'avez pas répondu, je vais me permettre de le dire, à comment penser ces deux questions. C'est-à-dire que c'est à la fois un mouvement de revendication et d'insubordination et de remise en cause de l'ordre dominant, et à la fois ça reste des extensions de quelque chose qui en soi sont aussi des marqueurs d'un ordre patriarcal.
Mais les deux coexistent ensemble, et ça ne veut pas dire que d'ailleurs toute femme voilée, toute femme prostituée est forcément dans une relation de domination. Donc ma question elle est là. Mon autre question par rapport à ça, c'est de se poser la question de dire, pour moi vous ne parlez pas du tout par exemple des moyens utilisés. Alors peut-être que ça, je ne l'ai peut-être pas encore bien saisi, mais est-ce que par exemple d'utiliser un moyen qui est la répression, l'interdiction de s'habiller comme on veut dans l'espace public, pour une fin que l'on peut juger juste ou pas juste, n'est pas problématique par exemple. Ça pour moi c'est un des enjeux les plus problématiques, et c'est là où les féministes on s'est fait piéger complètement, c'est qu'on a accepté le recours à la répression pour une fin qui nous semblait juste. Cette question, et une dernière question, c'est par rapport à la question de la parité des groupes. Pour moi ça pose la question de qu'est-ce qu'on nomme un groupe, qui doit être représenté. À partir du moment où vous parlez de parité de représentation, qui est représenté, chaque personne, il faut aussi... Comment est-ce qu'on se constitue en groupe? Je pense aussi bien au mouvement des travailleurs du sexe, et ça va peut-être poser problème ici, mais je pense qu'elles le revendiquent en tant que telles. Autant que celles qui sont voilées, celles qui revendiquent de ne pas... Enfin, on a des mouvements très en opposition ici. Je rejoins un peu, pour moi ça reste abstrait ce que vous présentez. Comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes qui ne veulent pas se parler et qui ont des revendications opposées, voilà, pour être ensemble? Ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le groupe. Allez-y. Je voulais rappeler, poser la question à M. Fraser, et une réalité qui, je crois, pèse sur la conception de ces travaux et sur nos réalités, que c'est la différence entre l'Europe en général et la France en particulier et les États-Unis, les pays anglophones, par rapport, par exemple, au statut, aux institutions démocratiques. Je pense au premier article américain, ou bien à une conception de lumière en France, comme vivent encore. Ça, c'est fondamental, parce qu'autrement, on n'arrive pas à suivre l'abstraction. Parce que cette abstraction que l'auteur fait part d'une réalité institutionnelle, conventionnelle, qui n'est pas la nôtre. Et ça, il faut en tenir compte. Parce que dans les études, mais même dans les pratiques théoriques qui deviennent aussi des actions politiques, on fait des amalgames, on fait du télescopage. Et moi, je suis urbaniste, architecte de formation, ça me fait rigoler parce que c'est comme dire qu'une ville italienne, et je suis italienne, une ville italienne et une ville américaine est la même chose. Comment on fait maintenant? Donc, tu vas intervenir maintenant? Oui, laisse intervenir, et puis après on laisse Nancy, ça va donner du temps à Nancy pour en faire un second tour. Voilà. Oui, Nancy, je voulais te poser trois questions. La première est assez proche de la question qui vient d'être posée ici, qui est que tu ne nous as pas parlé du who et du how. C'est-à-dire que tu nous as dit il faut, on doit, mais c'est qui le on? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est d'autres instances? Est-ce que c'est le droit? Est-ce que c'est la police? Et dans le cas du fameux foulard, qui est un fantasme en France, hein, c'est pas une question politique, c'est un fantasme généralisé qui croise l'islamophobie, qui croise le féminisme, qui croise tout un ensemble de questions de façon extrêmement embrouillée. Le problème central, quand même, pour moi, c'est qui a le droit de dire aux autres la façon dont ils doivent s'habiller. Le premier boulot salarié que j'ai eu, au bout de 8 jours, le directeur, qui était très sympathique, m'a fait venir, très gentil, m'a dit « Mon petit gars, il faut quand même que tu t'habilles un peu mieux, parce que ici, on n'est pas dans une écurie. Hein. » Bon. Alors, il avait le droit de me dire comment je dois m'habiller. Qui a le droit de dire aux autres comment ils doivent s'habiller? Alors, j'ai deux autres questions très rapides, mais pour moi importantes. La première, si tu veux, je la mettrais sous la vocation de Judith Butler. C'est que dans la question de ce que tu appelles l'androcentrisme, la domination masculine, comme on dit chez nous, il y a un problème central qui est celui du fantasme et des désirs, de la relation. Ce dont on a parlé aujourd'hui est quand même
à la différence des relations de travail, ça existe aussi des relations de travail, mais à la différence des relations de travail telles que l'a étudié le marxisme, c'est une question qui s'accroche à la question du désir. Je vais donner très vite un autre exemple. La question écologique. Si on est décroissant, avant tout, pour une politique de la décroissance, c'est transformer les fantasmes et les désirs des gens. Hein. Moi, quand je suis, comme beaucoup de gens, quand je suis frustré, je rentre dans un magasin et puis je m'achète un truc. Hein, parce que j'ai une libido comme ça. Hein. J'ai une libido qui va vers la consommation. Bon, et puis après ça, je me dis, mais t'es complètement con, tu viens de perdre 25 €. Bon. Mais c'est ça. Et donc une politique anticapitaliste, c'est d'abord, ou une politique de la décroissance, c'est d'abord des politiques du fantasme et du désir. Est-ce que ça passe par le on doit du droit? Est-ce que c'est le droit qui change le fantasme, ou est-ce que le droit refoule? Peut-être que le droit change le fantasme, j'en sais rien. Ou est-ce que le droit refoule le fantasme? Quelle place tu donnes dans ta construction à la politique du fantasme et à la politique du désir? Et un second point que je mettrai cette fois sous l'invocation de Françoise Héritier, parce qu'elle a écrit des choses très intéressantes là-dessus, qui est la question dont tu n'as pas parlé, de l'engendrement et de la natalité, qui sont disjointes dans nos sociétés de la sexualité. Je pense que ça a été un rêve de toutes les sociétés de disjoindre la sexualité et l'engendrement, et que ce rêve, notre société l'a réalisé. Mais ça a fait deux sortes de problèmes, ils sont disjoints. Et donc Françoise Héritier montre qu'elle a une thèse sur la domination masculine. C'est que la domination masculine est liée pour l'essentiel, tu es l'anthropologue que tu connais, je pense sans doute, tu es un anthropologue, est liée pour l'essentiel à la natalité, au fait que les femmes portent et s'occupent des enfants, et au fait que cela diminue leur mobilité. Alors, elle travaille ça à partir de sociétés, notamment de chasseurs-cueilleurs, qui sont des sociétés très mobiles. Et moi qui ai travaillé sur le capitalisme contemporain et sur la domination masculine ou l'asymétrie entre les genres dans les grandes entreprises, ça s'exerce d'abord sur ce plan-là. C'est-à-dire que si tu es une jeune femme sortie d'une grande école, complètement mobile, bon, tu vas faire l'objet, je ne peux pas dire que ça sera l'égalité, tu vas faire l'objet d'une domination masculine, mais qui n'est rien à côté de ce qui va se passer si tu tombes enceinte, si tu as des enfants, parce que ça va limiter ta mobilité. Je vais te donner très vite un exemple. J'avais une fois une étudiante en thèse qui venait en master, qui venait de Supélec, et je lui ai demandé de faire une enquête auprès de la génération précédente qui avait des enfants, qui avait eu des enfants. C'était des choses incroyables. Des femmes qui cachaient à leur patron qu'elles étaient enceintes, qui essayaient de devenir enceintes entre deux projets. Non. De façon à ce que ça tombe à pic, etc. Et pourquoi? Avant tout, parce que quand tu es ce qu'on appelle en France c'est pas au niveau, un niveau d'excellence, je ne sais pas, dans les entreprises, tu es censé nécessairement avoir une mobilité entre les pays et être toujours disponible pour la mobilité. Donc qu'est-ce que l'on fait avec ces deux, c'est d'une part le où, d'autre part, où est-ce que tu introduis le désir et les fantasmes, et où est-ce que tu introduis la question de la natalité? Françoise Héritier a une vision très radicale qui serait de ramener l'humanité à 200 millions de personnes à peu près, qui satisferait à la fois les écologistes, je dirais, et bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la réponse au problème. Donc, on va te laisser répondre. Écoute, on te laisse conclure. Hein. Comme tu le veux, de toute façon, on pourra continuer après pour les gens qui veulent rester, puisqu'on peut dîner ici. C'est important que le maximum de gens restent pour dîner. Et Nancy restera avec nous pour dîner, donc on pourra continuer après la conversation avec elle, ou entre nous. Merci beaucoup à tous pour ces questions, ces interventions. Ils sont des questions difficiles, intéressantes et
il y en avait trop. Mais j'essaie de dire quelque chose. C'est vrai que proposer une moyen de théoriser l'idée du genre et l'idée de la justice, on est dans la sphère d'abstraction, c'est vrai. Mais ce que j'essaie à faire, c'est de dériver les conceptions abstraites d'une analyse, un diagnostic contemporain de notre situation. L'idée pour une conception du genre bidimensionnelle, une conception de la justice bidimensionnelle, surgit pour moi pas d'un intérêt philosophique abstrait, mais des dilemmes actuels ancrés dans notre situation contemporaine. Ces divisions, ces difficultés, ces impasses. Et mon idée, mon propos, c'est que ces conceptions et cette conception de la parité participative nous donnent pas des abstractions, mais des outils conceptuels pour travailler, pour se débrouiller mieux dans notre situation. Ça, c'est l'intérêt. Je dirais alors, pour moi, je suis beaucoup influencée par la pensée pragmatiste américaine pour laquelle la conceptualisation sont bien les moyens de se débrouiller et résoudre des problèmes réels. Sur la voile, avant ça, sur l'histoire des mouvements féministes, c'est vrai qu'il y a des histoires, des trajectoires qui diffèrent l'un de l'autre dans des pays différents, c'est vrai, mais je crois que cette question de déplacement relatif, de redistribution par la reconnaissance, c'est un phénomène assez général à mon avis. C'est pas limité au féminisme. On a l'exemple de l'histoire des partis socialistes, travaillistes. On a les LGBT movements, on a plusieurs de mouvements qui trouvent dans notre climat que c'est très très difficile à lutter efficacement pour l'égalité sociale et qui se gravitent à cet autre genre, cette autre grammaire imaginaire. Je le vois même en Amérique latine, qui est peut-être le meilleur cas pour garder en ce moment la vision égalitaire. Et c'est ça que j'ai nommé une sorte de liaison dangereuse entre les mouvements émancipatoires, y compris le féminisme, mais pas seulement,
et le néolibéralisme. Et je suis très influencée par le livre de Luc et F. Chapello qui essaie d'expliquer comment le projet néolibéral ont instrumentalisé quelques idées émancipatrices. Je dirais simplement que dans votre livre, vous ne prenez compte que de le côté dit masculin du néolibéralisme. Ça s'appelle le Google, où on a cet imaginaire, comme tu viens de décrire, des hommes avec mobilité parfaite, pas des... Mais l'autre moitié, très importante du néolibéralisme, c'est Walmart. C'est le travail des femmes dans les occupations peu payées de services. Et je crains que c'est le féminisme là qui ont fourni une partie de le nouvel esprit pour légitimer cette transformation du travail. Et c'est pour ça que cet glissement de redistribution à reconnaissance est si ironique et si tragique, parce que c'est exactement au moment où il faut une critique assez forte de l'économie politique que nous avons tourné, on fait ce tournant culturel, on l'a laissé tomber. Ça c'est un peu le diagnostic plus large qui est à l'arrière-plan de ce que je expliquais de dire ici. Toutes ces questions de la voile, et j'aurais dû vous refuser de le faire. C'est bien une piège, c'est bien. Je crois que cette question du foulard, du voile occupe ici en France une position analogue à celle qui occupe l'avortissement aux États-Unis. Avortement. Oui, c'est fantasmatique, c'est suck all the oxygen out, ça prend tout l'oxygène de l'air, on ne peut pas parler de quelque chose d'autre. Et il faut bien sûr une analyse qui explique et qui analyse comment ces questions deviennent acquièrent ce pouvoir de ensorceler. C'est des militants flottants. Oui. À la Laclos. Oui. Et je veux dire simplement que une grande partie de ces controverses, le parti moins fantasmatique, il y a des éléments tout à fait fantasmatiques et des éléments moins fantasmatiques. Un élément moins fantasmatique, c'est une protestation contre une sorte de second-class statute des immigrés, des Français musulmans. Et ça sera absolument tragique si les féministes se positionnent en refus la justice de cette protestation. Et l'analyse que je fais, cette bidimensionnelle analyse que je fais sur le sexisme, je donnerai la même analyse bidimensionnelle de la position des immigrés minoritaires musulmans dans un pays comme France. C'est-à-dire il y a à la fois un problème de distribution et un problème de reconnaissance. Et si eux
je ne sais pas si c'est vrai, mais si ils sont trop centrés sur la reconnaissance et laissent tomber les revendications redistributives, ça sera un problème pour eux aussi. Mais si les républicains insistent, le problème de reconnaissance n'est pas un vrai problème, c'est la conscience fausse. Il faut faire que les réformes redistributives. Mais c'est ça exactement que j'ai critiqué. L'idée d'une base de superstructure idée. Alors, cette analyse bidimensionnelle va, à mon avis, pour cette situation aussi. Très vite. Quelqu'un m'a mentionné les différences en France et aux États-Unis. Très vite, je dirais qu'aux États-Unis, on est absolument fasciné dans une façon tout à fait one-sided, unilatérale, avec la politique de la reconnaissance, et on a la tendance de laisser tomber les questions redistributives. C'est possible que c'est l'envers en France, historiquement. Et le défi du multiculturalisme today pour les Français serait alors comment rebalancer ces concerts. Parce que nous, c'est un égal envers one-sidedness. Finalement, question de qui, de who. Dans cet exposé, je parle aux féministes. C'est nous. C'est nous qui avons un problème politique et que nous devons discuter ensemble et trouver un moyen de... parce qu'on n'a pas choisi peut-être, je ne sais pas, on n'a pas choisi cette bataille, mais on l'a. Il faut répondre. Comment répondre? La question du désir, j'ai déjà touché. Le désir, dans le contexte de la montée du néolibéralisme, le désir des femmes de toute classe, de toute ethnicité, de toute religion, pour une vie meilleure, plus autonome, plus indépendant, etc. Et c'est l'implication, instrumentalisation, je ne sais pas exactement. Instrumentalisation. Oui, de ces désirs ou leur articulation avec des projets néolibéraux. Natalité, oui, oui, ça c'est un projet aussi pour le féminisme d'articuler une nouvelle imaginaire qui n'est pas déjà colonisée par l'individualisme de l'imaginaire de marché qui fait des distorsions dans les projets émancipatoires. On a le féminisme de glass ceiling, c'est-à-dire des femmes qui bien veulent être les générales dans l'armée américaine, bien sûr. Oui, c'est un vrai courant féministe. On ne peut pas le dénier, mais on voit comment
le pouvoir structurant de l'imaginaire capitaliste de marché, qui nous invite toujours de nous imaginer comme des individus mobiles, pas encombrés et tout ça. C'est tout à fait nécessaire de dessiner des autres imaginaires pour comprendre ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on va faire. Et la difficulté, je crois, est de détacher des questions de solidarité, de mutualité qui peut symboliser la natalité. De détacher ça de la subordination de la dépendance. Dépendance dans le sens d'oppression. Merci beaucoup.